Patrice Diot, je suis professeur de pneumologie depuis 1998 et je suis aujourd'hui doyen de la faculté de médecine de Tours. Alors, mon cursus a commencé par le désir, quand je suis devenu interne, d'être cardiologue. Et il se trouve que je suis d'abord passé en service de pneumologie et que je suis tombé, allez, je vais dire, amoureux de cette spécialité et que je suis donc devenu pneumologue. J'ai eu la chance ensuite de pouvoir avoir des activités de recherche, des activités d'enseignement qui m'ont conduit à devenir donc professeur. Et au cours de cet exercice de professeur de médecine, je me suis passionné finalement pour en particulier l'enseignement, et avec l'aide de mes prédécesseurs, je me suis à un moment donné demandé si je ne pouvais pas me rendre utile en candidatant à la fonction de doyen. C'est comme ça que je suis devenu doyen de cette faculté de médecine en 2014. La réforme du troisième cycle des études de médecine en 2017 a, je trouve, un petit peu trop enfermé les internes dans le choix précoce d'une spécialité. Et la maquette, de ce point de vue, est peut-être un peu excessivement contraignante, je trouve. C'est pas que la maquette de pneumologie d'ailleurs, c'est l'ensemble des maquettes. C'est un petit défaut que je vois à la réforme du troisième cycle, parce que ça oblige l'étudiant à considérer ses choix professionnels très en amont. D'où l'intérêt de ce forum des métiers de la santé d'ailleurs qu'on est en train de préparer aujourd'hui ensemble. Alors la maquette, elle comporte des stages obligatoires, en particulier en phase socle, en CHU, pour apprendre les compétences de base spécifiques à la spécialité de pneumologie, et puis au cours de la phase d'approfondissement et au cours de la phase de consolidation, enfin surtout au cours de la phase d'approfondissement, des expériences dans des spécialités qui sont très complémentaires de celle de la pneumologie, comme par exemple la réanimation, comme par exemple la médecine interne, et puis la possibilité aussi de développer des compétences dans ce que j'appellerais des surspécialités, comme l'allergologie, l'oncologie thoracique. Il faut que l'étudiant, encore une fois, et c'est pas facile, réfléchisse à son projet professionnel. Une formation, de mon point de vue, n'a de sens que si elle s'inscrit complètement dans un projet professionnel. Ça ne sert à rien de devenir, je vais prendre mon exemple personnel, je suis devenu allergologue au cours de mon internat, alors que je n'avais pas vraiment l'intention à l'époque de développer mon activité de soins en allergologie. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Et à quoi cela m'a-t-il servi finalement de faire cette formation? Pas à grand-chose. Donc je pense qu'il faut résister à la tentation qui existe de multiplier les diplômes. On n'est pas là pour ça. Je pense qu'il faut au contraire approfondir ses connaissances et ses compétences dans la direction qu'on a choisie, et se dire que si au cours de la vie professionnelle arrive un moment où on souhaite se réorienter, c'est possible. Ça, c'est un avantage de la réforme du troisième cycle, avec en particulier la possibilité du deuxième DES. Donc, ne pas courir après les diplômes, ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Je suis un régional de l'étape, si j'ose dire. Je suis né dans un petit village du Loir-et-Cher où mon père était médecin de campagne. J'ai fait mes études de médecine intégralement à Tours, et c'est une faculté que j'aime profondément, j'allais dire viscéralement. J'y ai fait mes premiers pas à l'époque où elle était dirigée par le doyen Goisé, qui avait une relation très particulière avec les étudiants. C'était une faculté dans laquelle il faisait bon vivre. J'aime à croire qu'il y fait toujours aussi bon vivre. Et j'aime cette région qui a beaucoup d'atouts qui sont parfois méconnus et qu'il faut savoir découvrir, et je m'y sens très bien. La pneumologie, c'est une spécialité extrêmement riche, extrêmement diverse, qui permet tout au long de sa carrière finalement de s'y épanouir complètement. C'est une spécialité qui est très liée à la physiologie. La respiration, c'est quand même une fonction vitale par excellence, qui expose à l'environnement extérieur, et donc il y a des liens avec l'écologie absolument passionnants et que chacun peut comprendre. C'est une spécialité
qui est très connecté avec la médecine interne parce que le poumon est au cœur de l'organisme et très impacté par les maladies dites de système. C'est une spécialité également très technique dans laquelle on peut faire des choses absolument étonnantes avec des progrès technologiques extraordinaires ces dernières années pour désobstruer quelquefois des bronches qui ne permettent plus à l'air de passer et qui entravent de façon inquiétante la respiration des patients. Voilà, il y a tout un tas d'activités complémentaires et auxquelles on peut s'adonner de façon différente selon le stade de la carrière. C'est très lié aux soins intensifs aussi. Voilà, c'est la diversité de l'exercice et le fait que le poumon soit par essence même un organe vital en communication avec l'extérieur qui m'a beaucoup intéressé. C'est une spécialité qui nécessite sûrement un bon équilibre personnel parce que, je l'ai dit, le poumon est un organe vital, donc les maladies respiratoires exposent souvent au pronostic vital. Il faut reconnaître que les maladies respiratoires, malheureusement, font beaucoup de victimes parmi ceux qui en sont atteints et donc ça expose le professionnel, le pneumologue, mais tous ceux qui travaillent d'ailleurs dans l'exercice de la spécialité à des situations qui sont parfois difficiles à vivre. Je crois vous avoir répondu à ça, hein. C'est la diversité qu'il y a au sein de l'exercice, moi que je trouve absolument passionnant. On ne s'ennuie jamais, hein. On peut être fatigué le soir, ça c'est sûr, mais je dis souvent qu'un bon médecin il est toujours fatigué le soir parce qu'on ne peut pas faire les choses à moitié, particulièrement je pense dans cette discipline. Mais enfin je dois dire que c'est vrai pour d'autres disciplines aussi. La relation avec les autres praticiens au sein de l'équipe de pneumologie, elle est fondamentale et elle est excellente. Je pense que ça, c'est une chance que nous avons à Tours et c'est le résultat de la façon dont mes prédécesseurs, les anciens chefs de service, ont construit l'équipe. Moi, je ne suis qu'un maillon dans la chaîne, avec des gens avant moi, des gens après moi. Et tous ces gens ont partagé une éthique commune, un respect mutuel et contribuent, je pense, à une bonne ambiance au sein de l'équipe. Ensuite, l'exercice de la pneumologie amène à avoir des relations particulières, privilégiées avec des disciplines comme la médecine intensive et réanimation, comme l'oncologie, comme la cardiologie, comme la médecine d'urgence. Ces relations, moi je les trouve très bonnes, elles se font dans un respect mutuel. On peut vivre des moments quelquefois de tension, c'est normal, hein, mais je trouve que la relation se fait dans un respect mutuel qui est très, très notable. Je suis aujourd'hui, je dois dire, moins impliqué dans les soins que je ne l'ai été auparavant du fait de mes engagements universitaires, ce qui fait que mon activité médicale se fait surtout dans le domaine de la BPCO, l'insuffisance respiratoire et l'asthme. Probablement la nécessité de les suivre tout au long de leur maladie. Je dois reconnaître que les maladies respiratoires chroniques, aujourd'hui, on ne sait pas les guérir. On peut les contrôler, et c'est l'objectif qu'on se donne, mais je vous ai donné l'exemple de la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, et de l'asthme. Ce sont des maladies qu'on ne sait pas guérir. On n'a pas de traitement curatif de ces maladies-là. Donc les patients qui nous sont confiés ont à vivre et à composer avec cette maladie tout au long de leur vie. Et ça nous amène finalement à les suivre régulièrement, quelquefois plusieurs fois par an, et à développer d'ailleurs des relations privilégiées avec ces patients. À l'âge où je suis arrivé maintenant, il y a des patients que je suis depuis des dizaines d'années et dont je connais l'histoire personnelle, dont je connais l'histoire familiale. C'est l'un des éléments d'ailleurs que j'aurais peut-être dû citer dans l'intérêt que je vois à cette spécialité. Je pense que la particularité des pneumologues, c'est la possibilité de faire ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire de l'endoscopie diagnostique et de l'endoscopie thérapeutique, c'est-à-dire de l'endoscopie interventionnelle. Le principe, c'est d'introduire dans les voies aériennes supérieures puis dans l'arbre trachéobronchique ce qu'on appelle un endoscope, qui peut être un endoscope souple ou qui peut être dans quelques cas au contraire
un endoscope rigide, un tuyau métallique dans lequel on peut introduire une optique et dans lequel on peut introduire différentes pinces qui ressemblent à des instruments de chirurgie et qui nous permettent comme ça de désobstruer, je le disais tout à l'heure, une bronche en utilisant un laser ou en utilisant ce qu'on appelle la thermocoagulation. Ce que je suis en train de vous décrire se fait sous anesthésie générale et amène les pneumologues à interagir avec une autre discipline que je n'avais pas citée, qui sont les anesthésistes réanimateurs. La pneumologie, au cours des années qui se sont écoulées, a évolué vers une surspécialisation. Ça, pour moi, c'est un fait très très marquant. Je suis d'une génération qui a pratiqué la pneumologie sous tous ses aspects, que ça soit de la prise en charge de patients asthmatiques, de BPCO, d'insuffisance respiratoire, de pathologie respiratoire du sommeil, de cancer bronchique, de pathologie interstitielle, de sarcoïdose, de maladies rares, etc. Je pense qu'aujourd'hui, ça va devenir très compliqué, compte tenu des développements thérapeutiques, de se maintenir à niveau dans l'ensemble des domaines. Et pour moi, c'est un petit sujet de préoccupation, car l'enjeu derrière tout ça, c'est tout de même de conserver une culture commune, permettant d'avoir en équipe des réflexions communes. Et donc, autant je suis persuadé qu'il faut évidemment développer les surspécialités, autant je suis très très attaché à conserver ce curriculum commun qui doit être un capital partagé par l'ensemble des professionnels de la discipline. La plus récente avancée technologique, c'est le développement de l'écho-endoscopie bronchique, qui a pris un essor considérable au cours des 10 dernières années et encore plus depuis quelques années, dont mes collègues ici à Tours, au CHU de Tours, sont des experts et qui permet d'éviter des interventions chirurgicales, qui permet par exemple de faire des prélèvements ganglionnaires dans le médiastin, autour du cœur, sans avoir à faire d'intervention chirurgicale. C'est une avancée absolument considérable dans la prise en charge des patients, puisque ça limite les risques pour eux et ça rend beaucoup plus confortable ces approches diagnostiques. La recherche en pneumologie est en particulier à Tours, mais pas que à Tours, mais enfin quand même, je voudrais dire qu'à Tours, on a un centre d'études des pathologies respiratoires qui est une unité INSERM, qui existe depuis de nombreuses années et qui a fait faire des projets absolument considérables en mettant en lien des chercheurs de très haut niveau, des cliniciens de pneumologie, de médecine intensive et réanimation, et qui ont travaillé ces dernières années sur le développement d'aérosols thérapeutiques, d'administration donc par voie inhalée de médicaments innovants, mais qui ont aussi permis de mieux comprendre la physiopathologie de maladies respiratoires, en particulier, puisque c'est malheureusement l'actualité dans notre pays, la survenue de complications respiratoires graves après infection par la Covid. L'exercice de la pneumologie peut se faire en milieu hospitalier, mais peut se faire aussi en milieu libéral, dans des conditions très intéressantes. Et l'une de mes convictions aussi, pas uniquement en tant que professeur de pneumologie, mais aussi en tant que doyen de la faculté de médecine, c'est que ce monde libéral et ce monde hospitalier ont vocation à se rapprocher. Et en pneumologie, nous avons ouvert depuis plusieurs années maintenant des agréments en clinique pour permettre aux futurs pneumologues d'y apprendre des particularités de leur exercice qu'ils appréhenderaient moins bien sans doute à l'hôpital. Donc le décloisonnement, pour moi, est un enjeu très important et pas que en pneumologie d'ailleurs. Je n'avais pas imaginé au début de ma carrière de pneumologue les développements qu'elle prendrait. Je n'avais pas imaginé par exemple qu'un jour nous ferions des échos endoscopiques que j'ai décrites tout à l'heure. Et je ne me suis pas mis à cette technique d'ailleurs. C'est vraiment les jeunes pneumologues, à l'initiative et sous l'impulsion des jeunes pneumologues, que ces pratiques se sont installées progressivement. Et ça, c'est une source de grande satisfaction parce que cette discipline continue à évoluer et continuera à évoluer dans l'avenir sans aucun doute. Alors la journée type pour moi aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle que je vivais quand je n'étais pas doyen de la faculté de médecine. Donc à l'époque,
mes journées se répartissaient entre des activités cliniques que j'avais concentrées depuis de nombreuses années le matin, avec la visite dans le service, qui me permettait au passage de contribuer à l'enseignement des étudiants, et je trouvais ça très très intéressant de pouvoir à la fois avoir une approche auprès du patient, mais avoir les étudiants avec moi pour leur transmettre des compétences, j'espère en tout cas d'ordre technique, mais aussi d'ordre relationnel. Donc c'était la visite, c'était les consultations, c'était les endoscopies. Et puis depuis que je suis enseignant, je consacrais mes après-midi, enseignant-chercheur, je consacrais mes après-midi à l'enseignement et puis aussi aux activités de recherche dans l'unité INSERM, le centre d'études et des pathologies respiratoires. Alors c'était évidemment très passionnant parce que je ne m'ennuyais absolument jamais et je trouvais toujours dans la journée une source de satisfaction. Non pas que je courais après, mais j'étais bien content le soir de me dire que j'avais vécu un moment particulier, soit le matin auprès des patients et des étudiants, soit quelquefois l'après-midi. Ce que je voudrais dire, c'est que dans la vie professionnelle que j'ai menée, il m'est arrivé quelquefois d'être déçu dans mon activité de soins, déçu par moi d'ailleurs, hein. Quelquefois je me disais que j'aurais pu mieux faire. Et c'est curieux d'ailleurs parce que quelquefois on croit qu'on aurait pu mieux faire et on se retrouve face à des patients qui nous sont très reconnaissants. Puis d'autres fois, quelquefois, on a des patients qui semblent nous faire des reproches alors qu'on a l'impression d'avoir fait du mieux possible. Dans le domaine de la recherche, il y a des hauts et des bas aussi. Dans le domaine de l'enseignement, je n'ai eu que des satisfactions parce que les étudiants rendent à la mesure de ce qu'on leur a donné. Et plus on donne, plus on reçoit. Et ça, c'est quelque chose de très très marquant pour moi à ce moment de ma carrière. Alors maintenant, depuis que je suis devenu doyen, mes activités à l'hôpital, mes activités cliniques ont considérablement diminué. Elles sont concentrées autour d'activités de consultation. J'ai encore des activités d'enseignement, mais moins importantes qu'avant. Mais je tiens à les garder évidemment parce que je trouve que c'est mon rôle avant tout. Et puis ma fonction essentielle, c'est celle d'animer les équipes de la faculté en lien avec les étudiants, en lien avec les enseignants et en lien avec le personnel de la faculté. Et de veiller à cet esprit que je décrivais tout à l'heure, j'espère, de partage et de respect mutuel. Un cliché peut-être, mais qui n'est pas si spécifique que ça de la pneumologie, c'est un cliché sexiste peut-être, hein, avec cette idée que ce serait plus compliqué pour une femme que pour un homme, ce qui est totalement faux, totalement faux. Et je voudrais dire toute l'admiration que j'ai pour les jeunes pneumologues qui ont été formés ces dernières années, qui exercent en particulier dans le service là et qui font l'excellence de la pneumologie tourangelle. C'est pas un cliché spécifique à la pneumologie, mais c'est une idée à laquelle il faut définitivement tordre le cou. Une anecdote que je cite souvent, qui me ramène très loin en arrière, hein, à une époque où j'étais interne en pneumologie et où un jour j'ai dû appeler dans le service de réanimation parce qu'un patient dont j'étais responsable était en train de s'aggraver et que je pensais nécessaire de le transférer en réanimation. Et au moment où j'ai pris le téléphone et où j'ai appelé le service de réanimation, je suis tombé en contact, si j'ose dire, avec le chef du service de réanimation de l'époque qui était professeur et pour lequel on avait une grande admiration. Il avait été mon maître de préparation d'internat et parce qu'il était au téléphone et que j'avais besoin de lui faire savoir qui j'étais, je me présente en lui donnant mon prénom, mon nom et en lui disant je suis interne de pneumologie. Et il m'a répondu avec son humour habituel, mais monsieur Duhaut, il n'y a pas de sot-métier. La faculté de médecine de Tours et le CHU de Tours, je pense, cultivent des valeurs. Des valeurs pour la qualité de la formation, mais des valeurs aussi pour l'accompagnement des étudiants. C'est une faculté à taille humaine qui offre des possibilités de formation diversifiées, qui est ouverte sur les territoires, qui je crois est généreuse et pour moi c'est quelque chose qui compte pour préparer l'exercice professionnel futur, quelle que soit d'ailleurs la spécialité que peut choisir un étudiant.